Bonjour, on est le lundi 12 avril 2021 avec une journée qui se passe avec des éclaircies. En tout cas, en cette matinée de lundi 12 avril 2021, on a des éclaircies puisque ce week-end était franchement fâcheux avec d'innombrables pluies, tombées de pluie et de la nubulosité. On n'a eu que ça durant la courte journée de vendredi, samedi et dimanche, c'est-à-dire un week-end sous sous la pluie. Sous une pluie battante avec parfois des intermittences, mais en tout cas une forte nébulosité. Quoique, vers 17 h le dimanche, est apparu un peu plus de clarté. Euh, Ici, je vais faire un calcul. Pour autant que je trouve le pointeur de souris, ce qui se trouve, parce que voilà, il est là. Parce que parfois, il se perd le pointeur de souris. Et bon, il faut que je manipule la souris pour la retrouver. Il est ici. Alors, je vais calculer ici la masse du Soleil. La masse du Soleil. Notre étoile, le Soleil. Bon, la première question qui se pose, c'est comment calculer cette masse du Soleil? Parce que, comme dans tout, si vous n'avez pas de données, une seule donnée ne suffit pas à calculer quoi que ce soit. Pour avoir un calcul, il faut au moins deux opérandes, hein. Deux opérandes, on peut faire un calcul. Mais ici, bon, on n'a rien. Comment voulez-vous trouver la masse du Soleil? On ne peut pas la peser avec une balance. Bon, ça, c'est pas possible. C'est pas possible de faire ça. Donc, il faut trouver une petite astuce pour trouver la masse du Soleil. Bon, alors, la première des choses, c'est qui peut nous aider, mais ce sont les lois de Newton. Qu'est-ce qui peut nous aider? Ce sont les lois de Newton. Donc, c'est Monsieur Sir Newton. Quand je dis Monsieur Sir, bon, ça, on dit plutôt Sir, parce que bon, dans Monsieur Sir, on l'a, j'ai adoublé son titre. Voilà, il est Sir Newton. Eh bien, sa formule peut nous aider pour trouver la masse du Soleil. Mais pour ça, il faut des paramètres supplémentaires. Sinon, il est impossible de trouver la masse du Soleil. Alors sachez que les vaisseaux spatiaux, quand ils partent en voyage, en exploration, parce qu'avant il y avait les explorations par bateau pour découvrir la Terre, hein, les confins de la Terre. Hein, on voulait découvrir l'Amérique du Sud, on voulait découvrir l'Amérique du Nord, on voulait découvrir le pôle Nord, le pôle Sud, il y avait des explorations. Bien ici on est passé de l'exploration, on a tout vu dans l'exploration, je veux dire, de la Terre, enfin tout vu, on n'a pas encore tout vu, mais enfin bref, on connaît les grosses parties qui se trouvent sur Terre. Et bien maintenant on est passé à l'exploration spatiale. Ça vous aurez compris que l'être humain, une fois qu'il a presque découvert presque tout sur Terre, il sait bien comment se positionner sur Terre, se positionner, quels sont les confins, qu'est-ce qu'on y retrouve, tralali tralala. Pour lui, il y a plus de mystère. Et il va rechercher, explorer vers ce qui est un nouveau mystère. Le nouveau mystère, c'est l'exploration spatiale. Quand je dis nouveau, ben, il n'est pas si nouveau parce que l'exploration aussi, elle est nouvelle. Mais l'observation, la scrutation du ciel n'est pas nouveau. Par contre, l'exploration est nouvelle parce que bon, il faut des moyens technologiques pour aller dans l'espace. Quand on va dans l'espace, ben, la première des choses qu'on fait, ben, c'est envoyer des engins. Alors moi, je pense que, par exemple, pour envoyer sur Mars, ce qu'il faudrait faire, c'est envoyer des robots artificiels. On a à l'ère artificielle, on pourrait renvoyer des robots dans les planètes. Les planètes pourraient, je veux dire, marcher, courir, peut-être rouler. Hein, pourquoi on n'est pas obligé de marcher, courir. Ils peuvent rouler. On aurait des robots
qui roulent, pourquoi pas. Des robots comme à chenilles, avec des chenilles. Alors, un robot, il n'est pas obligé d'avoir des, voilà, des pieds comme l'être humain. Il ne faut pas faire une pâle copie de l'être humain. Pour avoir des robots sous forme de chenilles. Voilà, mais en tout cas, ce robot pourra le tout, c'est de se déplacer et pouvoir faire des choses. Faire des choses, c'est-à-dire travailler, par exemple, prendre des échantillons, l'amener d'un point A à un point B, construire un petit édifice, par des actes posés par différents robots, où chaque robot aurait sa tâche. Bon, tout est possible. Parce que moi, je vois que pour l'instant, les robots, ils sont utilisés à des fins, je veux dire, d'amusement. Hein. Bon, quand vous regardez les robots, les gens s'amusent, ils sont tout contents qu'ils ont programmé un robot et de le faire bouger, mais je veux dire, c'est le fin fond de l'histoire, c'est l'utilité que ce robot peut avoir. Si maintenant quelqu'un a de l'argent, qu'on lui donne de l'argent pour faire un travail de fin d'études, pour voilà, faire un petit robot alors, en équipe, parce que généralement on fait ça en équipe, voilà, chacun s'occupe d'une partie. Bien, quand ils ont fait le robot, ils sont tout contents, mais en fait le robot après il va à la casse. Bon, donc il sert à rien. Mais normalement, un robot, il doit servir à quelque chose. Bon, il sert dans les usines à remplacer l'être humain. Il sert à faire des opérations. Il commence à faire des opérations à l'aide de robots, des opérations chirurgicales. Eh bien voilà, le robot il commence à intervenir petit à petit dans la vie courante. Il existe maintenant des appareillages qui fait votre tonte du gazon. Vous le laissez faire, vous la branchez, et il tombe votre gazon. Vous branchez un appareil, pour autant que ce soit une surface plane, il va faire un nettoyage. Donc il existe des grosses machines qui sont uniquement, voilà, on peut appeler ça un petit robot, c'est un petit robot, il est télécommandé pour faire une tâche. Et ça, ce sont des tâches utiles. Faire un nettoyage est une tâche utile, faire tonte le gazon est une tâche utile, faire une opération chirurgicale est une tâche utile, euh, construire des voitures est une tâche utile. Donc les robots vont intervenir dans la chaîne de montage ou de fabrication de l'automobile. Donc les robots, quand ils ont un usage, c'est plus bénéfique qu'un simple étudiant qui fait voilà, un projet qui est tout content. Bon, il a, voilà, son ego, c'est pour satisfaire son ego, rien de plus si on va dire le robot n'est pas utilisé. S'il n'est pas utilisé, bon, ça ne satisfait que son ego. Il a su tout simplement voilà, construire un robot et le programmer, le faire utiliser. Mais bon, s'il saute sur ça, les robots existent déjà depuis très longtemps. Donc déjà son ego, il peut le remettre à sa place. Parce que bon, les robots, c'est pas lui qui l'a inventé. Bon, ça c'est déjà une chose. Mais les robots auront, je veux dire, une utilité. Enfin, auront. euh, les gens qui fabriquent un robot seraient plus utiles si le robot serait d'ordre d'ordre utile, et pas un robot qui marche ou voilà qu'on a fait marcher un robot courir et les gens sont contents. Bon, les robots peuvent servir dans les films. Hein. Dans les films, bon, au cinéma, on utilise des robots. On peut utiliser des robots, mais sachez que ça a une utilité parce que c'est pour faire le film. Donc, tout robot qui a une utilité, bon, c'est en bannissant voilà, l'ego des personnes qui ont fait ça. Mais je veux dire, un robot, ça a une utilité. Donc, envoyer des robots dans les astres pour scruter, observer, faire des travaux, pourquoi pas, on peut construire un petit habitacle sur Mars, rien qu'avec des robots. Pour autant que les robots, chacun a sa tâche et c'est pas l'être humain qui va travailler, ce sont des robots. Voilà. Donc, ça va concourir à une forme de vie, mais vie au travers des robots. Ce ne sera pas une vie, je veux dire, basée sur des gènes, mais une vie basée sur des robots. Voilà. Et tout est possible, c'est possible de faire ça. Euh, Sachant que bon, sur Mars, bon, la densité de l'air n'est pas la même. Voilà, il y a des petites choses, des petits problèmes sur Mars qui peuvent arriver. Par exemple, faire monter un hélicoptère, ça peut poser un petit problème. Vous ne faites pas monter un hélicoptère sur Terre comme sur Mars. Bon, la densité de l'air n'est pas la même. Voilà. Il faut suffisamment de force pour accrocher la masse d'air pour pouvoir faire élever l'hélicoptère. Bon, la densité sur Terre est très bonne pour faire monter l'hélicoptère, mais sur Mars, c'est pas le cas. Donc il faut faire tourner les rotors beaucoup plus vite. Voilà, donc vous voyez qu'il y a des petits problèmes qui se passent au niveau de l'espace qu'il faut régler. Bon, ça, comment est-ce qu'on règle tout ça? Mais d'abord, il faut savoir qu'il y a un problème. Dès le moment où vous savez qu'il y a un problème,
Comment savoir qu'il y a un problème? C'est par l'acquisition de données. Tout se fait par l'acquisition de données. Donc, les données sont acquises, sont envoyées par télécommunication, bon, un centre de télécommunication spatiale qui lui récupère toutes ces acquisitions de données. Toutes ces données sont répertoriées, elles sont stockées bien sûr, et bien sûr après traitées par des scientifiques spécifiques. Chacun des spécifiques va traiter, des scientifiques va traiter le problème pour lequel il est à même capable de résoudre. Si je prends n'importe quel scientifique, n'est pas à même de résoudre tous les problèmes. Voilà, on lui a dédié une tâche. Mais si la tâche est basée sur voilà, la robotique, mais c'est lui qui va s'intéresser voilà, à résoudre les problèmes de robotique, à les mettre en place et à les résoudre. S'il y en a un bon, sa tâche est dédiée à, euh, je sais pas, à analyser les données météorologiques de la planète, ben, c'est sa tâche. Il n'a pas à s'occuper du robot. Chacun a sa. C'est ça qui fait que la force, je veux dire, d'un centre euh, voilà, spatial, c'est que chacun a sa place. Chacun a sa place. Chacun fait son travail de manière excellente à son niveau. Donc on mélange pas voilà, on mélange pas un roboticien avec quelqu'un qui s'occupe des- d'analyser les échantillons de Mars, par exemple. Chacun a sa place, ils n'ont pas les mêmes fonctions, chacun garde sa place. Donc c'est ça, on fait des équipes expérimentées, de différentes équipes, chacun aura ses tâches. Chacun aura ses tâches. Et quand l'acquisition des données se fera via euh, les moyens de télécommunication qui permettent l'exploration, c'est les télécommunications qui permettent l'exploration, hein. On fait aller loin des engins et on récupère toutes les données par acquisition, par télécommunication. Donc un centre de télécommunication pour gérer, enfin pour traiter les problèmes spatiaux, c'est d'abord et avant tout primordial. On envoie un engin spatial dans l'espace pour l'exploration spatiale, mais cette exploration va permettre de faire revenir des données qui sont des acquisitions de données. Donc l'acquisition de données dans le monde spatial est quelque chose de fondamental. D'abord, c'est d'acquérir des données au maximum, avoir le maximum de données, voilà, de l'environnement, de l'espace. On acquiert les données. Et alors tout se met dans, bien sûr, on a des bases de données, pour ça, il n'y a pas de problème. Et puis c'est traité de manière, euh, c'est traité par des scientifiques. Alors, ceci étant dit, donc je disais qu'on peut envoyer des robots sur Mars, il n'y a pas de problème, on peut faire ce qu'on veut. Et donc on n'est pas obligé, on peut envoyer aussi des insectes, voir s'ils vont vivre. Maintenant, voilà. Mais en tout cas, dans un premier temps, la première forme de vie qu'ils pourraient avoir, c'est des formes de robots. Pourquoi pas? On n'est pas obligé d'envoyer des êtres humains. Puis on peut commencer à construire, une fois que vous avez des robots qui sont capables qui vont servir au moins à quelque chose, parce qu'un robot il doit servir à quelque chose. S'il arrive à construire un petit habitacle, à ce moment-là, c'est déjà un pas de gagné pour l'homme, hein. Premier habitacle construit sur Mars, ce serait magnifique. Avec bien sûr les matériaux que l'on retrouverait sur Mars. Pourquoi pas faire comme nos ancêtres, déjà mettre des pierres, aligner des pierres et faire voilà, une espèce de monticule qui servirait de, je sais pas moi, je ne sais pas, d'abri. D'abri. Alors, ceci étant dit, je vais calculer la masse du Soleil, mais je vous ai dit que il me faut des données. Parce que sans les données, je ne saurais pas trouver la masse du Soleil. Alors, ces données-là, il faut connaître, je vais aller rechercher. euh, Tout d'abord, je vais aller chercher les formules vous aurez compris. Euh, il faut deux astres. Avec un astre, ça ne suffira pas. Là, c'est le Soleil. Et là, j'ai la Terre. Alors, voilà. Alors je rappelle qu'il y a euh, Vénus et Mercure de ce côté-ci. Ça, c'est Mercure. Et alors, par là, il y a Mars, hein. C'est la planète après voilà, la Terre. Ça, c'est la Terre. Donc, on a Vénus, Mercure. Et puis, ça, c'est le Soleil. Alors, pour calculer la masse du Soleil, on ne le fait pas avec une balance, je vous l'ai dit tout à l'heure, on le fera par le calcul.
Alors comment va être ce calcul? Eh bien, j'ai besoin d'une deuxième planète, obligatoirement. Sinon, je ne sais pas calculer. C'est pour ça que je vous ai dit que il faut une deuxième planète, obligatoirement. Sans deuxième planète, je ne sais pas calculer. Bon, j'aurais pu prendre une autre planète que la Terre. Hein. J'aurais pu prendre une autre planète que la Terre. Ben, ici, il s'avère qu'avec la Terre, ce serait beaucoup plus facile. Parce que, pourquoi? Parce que j'aurai la distance Terre-Soleil. Hein. Vous avez compris que je cherchais cette donnée-là. La distance Terre-Soleil connue. La distance Terre-Soleil connue. Ah, donc, connaissant la distance Terre-Soleil, c'est déjà une donnée que je peux avoir pour aller vers le chemin du calcul de la masse du Soleil. C'est déjà quelque chose. Bon, donc j'ai besoin de la distance Terre-Soleil. Alors, distance Terre-Soleil réunit bien sûr le centre de gravité de la Terre. Ici, je l'ai pris en circonférence. En cercle, je l'ai pris en cercle. Donc ce sera le centre du cercle, O, et le centre du Soleil, qui est le barycentre, centre de gravité du cercle, c'est le centre O'. Là, j'ai une droite d'action qui lie la Terre au Soleil. J'ai une droite d'action que voici, dans lequel je vais poser mon axe. Bon, je l'ai mal mis, hein. Je l'ai mal mis. Je sais pas si je peux. Voilà, là, il est déjà mieux mis. Alors, je vais le remettre en tout petit. Voilà, parce qu'il ne doit pas être très apparent. Voilà, ça c'est la droite d'action qui relie les deux centres de gravité. Ligne d'action, ou si vous voulez, droite d'action dans laquelle vont agir les forces, des forces. Alors quel type de force? Mais c'est la force de gravitation universelle. C'est la force de gravitation universelle que je vais appeler F. Donc la Terre est attirée par le Soleil, mais le Soleil attire la Terre avec la même intensité de force. On a la loi de l'action et de la réaction. Je mets les choses en place, hein, je m'excuse quand je me tais un petit peu, c'est que je mets les choses en place parce qu'il faut bien que je dessine. Voilà, donc on a de distance Terre-Soleil, on a la ligne d'action, la droite d'action qui relie, et donc on a les deux forces. On a la force d'attraction force d'attraction du Soleil sur la Terre et force d'attraction de la Terre, force, je vais mettre FA, force d'attraction du Soleil sur la Terre. Donc vous aurez compris qu'on aura la loi de gravitation universelle qui va agir au travers de la masse de la Terre. Masse de la Terre qui est supposée connue pour faire mon calcul, sinon... Enfin, on va le voir. Est-ce qu'on a besoin de la masse de la Terre? Là, toute la question. On verra. La masse de la Terre et la masse du Soleil qui est l'inconnue. La masse du Soleil, je la recherche. Bon, la masse de la Terre, on peut la connaître, mais on verra si on en a besoin. Alors vous aurez compris que la Terre tourne autour du Soleil.
Terre tourne autour du Soleil. Donc ça veut dire que on a, en plus d'avoir des forces d'attraction, on a une force d'Huygens. Puisque ça tourne, on a une force centrifuge. Puis ça tourne. Donc on a une force centrifuge. Donc mais on a un équilibre, sinon le système est équilibré. Est équilibré par la force centrifuge. Ça c'est la force, je viens de dessiner. Bien sûr, ça c'est l'astre qui est la Terre. Centre O. Et on a la force centrifuge ici. Et la force centripète qui est là. Hein. La force centripète, ça c'est la centrifuge. La centripète, elle vaut FAST, c'est-à-dire elle vaut l'attraction. Voilà, c'est un équilibre. Sinon, voilà, FAST est égal à FCS. FCF. La force. Alors, tout d'abord, voyons voir quel est le système, parce qu'il faut prendre le système. Hein. Le système, je vais prendre si je prends le Soleil, c'est le système. Le système qui est là. Alors, le système, quelles sont les forces extérieures au système? Ben, c'est les forces que vous voyez ici. Voilà. Et alors on peut dire que FCF, je l'écris dans une autre feuille. Donc on a la force centrifuge est égale à moins la force centripète. Ils ont des directions opposées. On a la force centrifuge et la force centripète. Mais la force centripète, en tout cas, je vais l'évaluer en module. Hein. Je vais regarder en module. Je vais le regarder en module. Et alors, la force centripète, est égale à la force d'attraction qui est la force de gravitation universelle de, alors là il fallait que j'aille voir, Soleil-Terre. Soleil-Terre. Donc j'évalue ceci. Bien sûr, un axe étant posé. Alors, l'axe, bien sûr, est en rotation, donc il n'est pas en inertie. C'est pour ça que vous avez une force centrifuge. Hein. Voilà. On a un repère non galiléen ici, parce qu'on a un repère tournant. Voilà, le repère il tourne. Si je devais mettre un repère, là, je mets un repère que j'appelle X, ou Z, ou K, ou peu importe. Ben, ce repère-là, il est tournant. Hein.
Je vais mettre un repère tournant. Enfin, je vais recommencer ce repère. Je peux mettre un repère comme ceci. Suivant la ligne d'action, et là, ce serait par exemple X. Mais de toute façon, je vais évaluer les modules des forces. Donc, je ne vais même pas regarder les directions ni les intensités. De toute façon, c'est des projections directement sur l'axe des X, donc c'est collinaire. Donc, il n'y aura pas d'angle qui va intervenir. Il n'y a aucun angle qui intervient ici. Il n'y a pas d'angle. Donc, c'est collinaire, donc voilà, on va projeter sur l'axe et on va directement avoir des modules. Bon, mais moi, je vais évaluer en module. La force centripète est égale à la force d'attraction. Alors, je ne me rappelle plus, parce que justement, c'est ça que j'avais été voir. AST, Soleil, l'attraction du Soleil sur la Terre. Qui est égale en module à la force centrifuge. Hein. Tous ces modules sont égaux. C'est des modules égaux. C'est juste que c'est les sens. Ils ont tous même module, même direction, mais des sens opposés entre la force centripète et la force centrifuge. Ils ont juste voilà, des sens opposés. D'où je le mets avec ceci. Un moins, pour montrer que c'est opposé. Mon module qu'on note comme ceci, c'est la distance. Là, c'est la norme du vecteur, c'est la distance du vecteur. Là, à ce moment, tout est égal. Or, maintenant, on connaît l'expression de la force centrifuge et on connaît l'expression de la force de la force d'attraction universelle. On la connaît. Bon, alors, je vais noter ceci. Maintenant, je vais évaluer en module. La force centrifuge est égale à la force d'attraction Soleil sur la Terre. Et en module, là, elle dépend de la constante de Cavendish, masse de la Terre fois la masse du Soleil sur la distance Terre-Soleil. Terre-Soleil. Et la force centrifuge, ça vaut mv carré sur R. Attention que ça, c'est la distance. R, c'est la distance Terre-Soleil. Bon, donc ça veut dire que là, c'est une force centrifuge d'un satellite. Justement, c'est le satellite, c'est un des satellites de la Terre. C'est un satellite de la Terre. Du Soleil, je m'excuse. La Terre est un satellite du Soleil, je m'excuse. La Terre est un satellite du Soleil, donc il est en mouvement. Donc il y a un équilibre dans ce mouvement par rapport à l'attraction universelle. Sinon, je m'excuse, s'il n'y avait pas de cette forme d'équilibre, ben, le corps, la Terre partirait. On serait dans les confins du système solaire et il n'y aurait pas moyen d'avoir la vie, parce que la vie est conditionnée par la distance Terre-Soleil qui est vraiment judicieux pour avoir la vie. Donc si maintenant, s'il partirait dans le système solaire, la Terre, on n'aurait plus ces conditions apportées par le Soleil, et donc fatalement, il n'y aurait pas l'existence de vie sur Terre. Donc tout ça, l'équilibre a permis, l'équilibre des planètes concourt à avoir une forme de, voilà, de sédentarité de la planète, et donc une forme de vie. Il y a une forme de sédentarité de la planète parce qu'elle se fixe à une orbite d'une planète et elle y dépend. La Terre dépend du Soleil. S'il n'y avait pas de Soleil, il n'y aurait pas d'existence sur Terre. Donc, et elle dépend du Soleil, on est d'accord. Mais c'est qu'elle dépend aussi de l'interdistance Terre-Soleil, parce que s'il n'y avait pas cette interdistance, on n'aurait pas les conditions réunies pour avoir la vie. Donc, toutes sont des conditions réunies pour avoir la vie, Donc, c'est normal que c'est en équilibre, c'est normal que la planète est sédentaire. Elle est sédentaire sur une orbite, bien sûr. Hein.
Bon, ben, on va faire nos calculs. Oui, alors ça c'est la masse de la Terre, hein. C'est la Terre qui tourne, qui est l'orbite. C'est la force centrifuge de la Terre. Et ça, c'est la vitesse circonférentielle de la Terre. Donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure. La masse de la Terre, j'en ai pas besoin. Pourquoi? Parce qu'elle va se simplifier ici. Donc c'est indépendant de la masse de la Terre. Donc l'acquisition du paramètre masse de la Terre n'est pas intéressante dans ce cas-ci, parce que pour trouver la masse du Soleil, alors la masse du Soleil, je vais le mettre avec un grand M. La masse du Soleil, je vais le mettre avec un grand M. Donc je vais remettre celui-ci avec un grand M. Donc pour avoir la masse du Soleil, donc j'ai besoin de la... Oui, ici, attention que j'oublie encore quelque chose ici. Chaque fois j'oublie le carré, je sais pas pourquoi. C'est chaque fois la même erreur que je fais. Voilà. Bon, alors, je vais rechercher donc la masse du Soleil. Pour ça, je vais faire une recopie de ceci. Alors, ce que me dit cette formule-là, mais c'est qu'au moins, bon, d'abord c'est indépendant de la masse de la Terre. Donc j'ai pas besoin de la masse de la Terre quelque part. Je dois pas aller chercher la masse de la Terre sur Internet. Voilà. Je dois pas aller chercher ces distances. La masse de la Terre, j'en ai pas besoin. Par contre, on sait bien que je recherche la masse du Soleil. Donc je vais mettre l'inconnu à gauche. Voilà, donc je vais mettre cet inconnu-là. L'inconnu à gauche qui est ms. L'égalité est formalisée à ce niveau-ci. Voilà. Et alors, je vous ai dit qu'on n'a pas besoin de la masse de la Terre. Donc, il me reste ceci. Ça devient une équation. Alors, je vais isoler la masse du Soleil. Alors, je vais diviser par la constante de... Gamma, c'est la constante de Cavendish. Hein. Donc, on a la masse du Soleil, mais pour calculer cette masse du Soleil, qu'est-ce qu'il me faudrait? La distance Terre-Soleil, je l'ai. Donc, distance Terre. Attention que si je fais... Là, on s'est simplifié. Hein, dt carré S, la distance Terre-Soleil au carré. Divisé par dts, et dts disparaît au dénominateur. Maintenant, évaluons ce qu'on connaît. Évaluons ce qu'on connaît. Je connais la distance Terre-Soleil, pas de problème, je vais aller voir sur Internet. La constante de Cavendish est connue.
Mais est-ce que je connais la vitesse circonférentielle? La vitesse circonférentielle. Bon, là, je ne la connais pas. Bon, donc il faudrait que je trouve la vitesse circonférentielle. Alors, est-ce que quelque chose peut pas m'aider? Je vais voir si je peux contourner le problème. On sait bien qu'on a affaire à un mouvement circulaire uniforme en gros, parce que quelque part c'est des trajectoires elliptiques, hein, mais on va considérer qu'on a un cercle. Si on a un cercle, la vitesse circonférentielle est égale à, sur une circonférence, on a une circonférence pendant une période. En une période, on fait 2 πr. On fait une circonférence en une période. Donc on fait un tour, si vous voulez. Une période c'est un tour, mais comme on a un cercle, c'est 2πr. Sur une circonférence, c'est. Donc on a un tour, on en fait une circonférence, 2πr. Bon, comme c'est un mouvement circulaire uniforme, MCU, tout d'abord on aura une accélération centripète parce que c'est pour maintenir la trajectoire constante. L'accélération centripète maintiendra. L'accélération centripète, c'est celle qui est dirigée vers le centre du Soleil, de la Terre vers le centre du Soleil. Elle a la même direction que la force centripète, le même sens que la force centripète. Donc l'accélération centripète est dirigée dans le sens du Terre vers Soleil. Je pourrais mettre une accélération centripète. Là, c'est un petit peu une accélération qui fait comme ceci. Accélération centripète et qui maintient la trajectoire circulaire. Elle maintient la trajectoire circulaire. Donc on a bien un MCU ici, hein. Il n'y a pas d'accélération circonférentielle. Voilà, donc on aura la vitesse, c'est v fois t, x égale v fois t plus x0. C'est la loi du MRU. Je vais adapter ça pour le MCU. Donc on aura, si x0 vaut 0, on aura x égale vt. Mais maintenant, le v, la vitesse circonférentielle, vaudra 2π. Et t vaudra t, grand T, la période. Donc on aura v est égal à x sur t. Ouais, mais le x, c'est une circonférence, 2πr. Voilà. Et le t, petit t, sera une période, grand T. Donc voilà, on a 2πr sur t. Donc ce qui veut dire qu'ici, on aura la distance Terre-Soleil fois 2π r, bien sûr, c'est la distance Terre-Soleil. De pi r sur t. Donc là, il faut que je connaisse la révolution. La révolution, période de révolution. Il faut que je connaisse la période de révolution Terre-Soleil. Donc, il y a deux choses que je dois connaître, distance Terre-Soleil et la période de révolution Terre-Soleil. Et à partir de là, je peux trouver la masse du Soleil. Donc, j'aurai distance Terre-Soleil. Celui-ci, il est au carré. Hein. dts au carré, ça fait dts carré. Fois dts, ça fait dts cube. dts cube. Fois 2π carré. Constante de Cavendish. Période au carré. Donc on aura 4 pi carré sur t carré, distance au cube Terre-Soleil,
sur gamma. Voilà. Et en calculant ça, je peux trouver... je peux tout trouver. Bon, distance Terre-Soleil, je l'ai. Ce que je n'ai pas, c'est la période. Voilà, j'ai distance Terre-Soleil. 1,49 fois 10 exposant 1, 2... Bon, je vais le chercher. Mais de toute façon, il est déjà en mètres ici. Hein. En attendant qu'il cherche, je vais écrire la formule. La masse du Soleil est égale à 1 sur gamma, qui est la constante de Cavendish, 4 pi carré sur t carré fois la distance Terre-Soleil au cube. Là, j'aurai la masse du Soleil. Bon, je rappelle que la constante de Cavendish, c'est 6,67 fois 10 exposant moins 11. 4 pi carré, c'est une constante. Hein. Tout ceci sont des constantes. Hein. Enfin, voilà, tout ceci, c'est des constantes. Vous allez me dire, distance Terre-Soleil, c'est une constante. Ouais, elle varie un petit peu, mais ça reste toujours constant parce que c'est toujours une distance qui reste la même, en gros. Voilà. Et la période de révolution ne change pas. Donc vous allez me dire, c'est tout des constantes. C'est pour ça que la masse du Soleil est constante. Enfin, justement, la masse du Soleil, elle est constante, mais c'est qui va induire, si elle change, des variations. Hein. Ça va induire des variations au niveau de... ça va induire des variations. Les paramètres sont liés ici. Hein. C'est vrai qu'en regardant de plus près, on a une égalité de matière par rapport à une égalité géométrique, parce que tout ce qui est à droite est géométrique hein, et cinématique. Une distance, une période, tout ça c'est... Distance, c'est géométrique. Hein. Une période, c'est cinématique. Et puis on a des constantes. Donc la masse bon, est proportionnelle à des éléments de distance et de période. Donc c'est étrange qu'on sache trouver, c'est vrai que c'est en regardant de plus près, c'est étrange de pouvoir trouver une masse à partir d'une distance et voilà, d'une période. Parce que la masse, elle est ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est, une masse. Bon, et pouvoir trouver une masse à partir d'une distance et d'une période, c'est trop étrange. Trop étrange. Trouver une masse par rapport à une distance et une période, c'est étrange. Mais de toute façon, ici, j'ai mis les équations, tout est bon. Hein. Tout est bon, c'est pas ça qui va. Alors celui-ci, il faudra le mettre au cube. Hein. Il est en mètres. Alors fois 4 pi carré. Et alors je vais aller chercher la révolution, période de révolution.
Bon, je peux vous lire l'article quand même, hein, tant que j'y suis. L'unité astronomique approximativement égale à la distance entre la Terre et le Soleil, utilisée pour exprimer les dimensions de l'univers, ne fluctuera plus. Elle a été officiellement gravée dans le marbre par l'Union astronomique internationale UAI. L'unité astronomique est désormais exactement égale à 1,49 fois 10 exposant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1,49 fois 10 exposant 11. Valeur conventionnelle choisie pour être compatible avec les constantes astronomiques en vigueur depuis 2009. Selon un communiqué de l'Observatoire de Paris, le changement est aussi virtuel qu'arbitraire. L'orbite terrestre est une ellipse, je vous l'avais dit tout à l'heure, moi je l'ai considéré comme un cercle, et la distance entre notre planète et le Soleil n'est donc pas fixe. Ouais, ça c'est normal parce qu'on a une ellipse. Donc si elle était fixe, si on avait un cercle de rayon R, le rayon est fixe. Mais une ellipse, on a un grand axe et un petit axe. Donc quand il tourne, il va passer d'un petit axe vers un grand axe. Donc il y a une variation du petit axe vers le grand axe. Donc là, il y a toute une variation qui est voilà, d'un espèce de rayon variable. On a un rayon variable. Parce qu'il va passer du petit axe au grand axe. Donc un rayon variable. Puis du grand axe au petit axe, de nouveau un rayon variable. Puis du petit axe au grand axe, de nouveau un rayon variable. Et puis du grand axe au petit axe, de nouveau un rayon variable. Donc c'est normal, le rayon varie. Il n'aura aucun impact sur la vie quotidienne. La lumière du soleil mettra toujours environ 8 minutes pour nous parvenir. Mais les scientifiques ne sont désormais plus obligés de tenir compte de la marge d'erreur de quelques mètres en plus ou en moins qui existait précédemment. Jusqu'ici, sa valeur en mètres était déterminée expérimentalement de sorte qu'elle dépendait des modèles des observations utilisées ainsi que du système de référence choisi, explique l'Observatoire de Paris. Bref, l'unité astronomique était toujours plus ou moins égale à 150 millions de kilomètres, et une unité de référence à géométrie variable, ça fait mauvais genre. L'astronomie dynamique contemporaine exige de se placer dans le cadre de la relativité générale et d'utiliser un ensemble cohérent d'unités et de constantes. La définition de l'unité astronomique nécessitait donc une révision. Ces choses faites, souligne l'Observatoire. Voilà, donc ils ont révisé, ils ont fait une correction pour maintenir voilà, une constance. Alors moi, j'ai trouvé la distance Terre-Soleil, maintenant il me faut la période. Donc la masse du Soleil, elle est là, hein, elle a été calculée, mais bon, ça c'est pour... Enfin, je l'ai calculé, mais je vais vérifier par rapport à ça. J'étais là chercher sur Internet pour vérifier. On doit trouver 1,989, 10 exposants 30, sachant que euh, la Terre, c'est 5,92 fois 10 exposants 24. Alors, Jupiter, euh, c'est le plus massif du système solaire. C'est le plus massif du système solaire. Voilà. Mais la Terre, c'est 10 exposants 24. Et le Soleil, bien sûr, qui est le plus gros, c'est une étoile, hein, c'est une étoile plus grosse que tous les astres du système solaire. Eh bien, là, c'est 10 exposants 30 kg. 10 exposants 30, la Terre, c'est 10 exposants 24. Et Jupiter, c'est entre 10 exposants 24 et 10 exposants 30. Bon, maintenant, je vais aller voir la période de révolution. Période de révolution de la Terre. Autour du Soleil. Je dois le mettre en seconde. Hein. Ouais, 365 jours, je dois le mettre en seconde. J'ai pris... Bon, c'est 365, 366. Je sais pas pourquoi j'ai été voir ça. C'est parce que c'est une année. Je ne sais pas pourquoi j'ai été le chercher. Voilà, bon, enfin bref. Je pensais qu'ils allaient me le donner directement en seconde, c'est pour ça. Mais en fait, voilà, il faut que je recalcule tout. 365 jours fois 24 heures fois 3600 secondes. Alors, je peux vous le calculer ici. Hein. 365. 365. Je pensais qu'ils allaient me le donner directement en secondes. Fois 24.
fois 3600, 315 000, c'est ça. 3 153 000 secondes. Bon, je vais prendre celui-ci. Édition. Alors, ne pas oublier de le mettre au... C'était carré. Hein. Là, on est bien en mètres. Et là, on est bien en secondes. Donc, tout est bon. Tout est bon. Faire très attention que là, j'ai un cube. Et là, j'ai un carré. Bon, ben, on peut calculer ceci. Donc, je calcule 4 fois pi carré ça c'est pas bon ça, je me suis trompé, pi au carré fois 4 fois 149 597 870 700 au cube égale divisé par la constante de Cavendish 6,67 égale divisé par 11 moins 10 exposants égale. Bon, j'ai déjà fait une partie de la réponse. Alors ça, je vais diviser par 3 153 000 31 millions. Tiens, maintenant voilà que je doute. Est-ce que j'avais 31 millions ou 31 millions 31 millions 536 000 536 000 j'ai 6 000 ici 31 536 000 bien sûr qui est au carré. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, je vais mettre en forme, bon, je sais le faire de toute façon. Oh. Bon, je recommence parce que bon, je vais remettre à 0. C'était la bonne réponse. Hein. 4 fois pi carré fois 1, 4, 9, 5, 9, 7, 8, 7, 0, 700 au cube égale divisé par 6,67 fois 11 moins
divisé par 315, 360, 1, 2, carré. Voilà, c'est ça. Alors, cette fois-ci, je vais le copier. C'est ceci. Donc, on a bien... bon, la machine à calculer. J'ai appuyé tout à l'heure sur x exponentielle. Alors, voilà, c'est ça, c'est FE. C'est FE. J'appuie sur FE. Et là, c'est la réponse. Il faut faire FE. Notation, voilà. Notation, c'est une formule qui va devenir en notation ingénieur. EN, E. Passer de F à E. Et maintenant, si je reviens à l'autre, je fais F, E. Voilà, donc là je l'ai. Donc c'est 1,99 fois 10 exposant 30. Bon, mais si je l'écris en nombre comme ceci, j'ai pas besoin d'écrire tout ceci. Bon, je vais aller jusque là. Et ça, c'est la masse du Soleil. Alors maintenant, je vais regarder sur Internet. Masse du Soleil. 1,989, 10 exposant 30 kg. Et pas oublier de le mettre en kilogrammes. Donc, sur Internet, ils l'ont mis comme ceci, je crois. 1,99. 1, ouais, 989. 989. Moi, j'ai trouvé ici le 992. 992, bon, j'ai pas tout à fait le même, mais bon. 900, ils ont 1,989 kg. Fois 10 exposant 30, bien sûr. Hein. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez trouver la masse du Soleil en connaissant des paramètres d'une autre. C'est ce que je commençais en début de vidéo à vous dire. Connaissant des paramètres d'une planète, on peut connaître la masse d'un autre astre, ce qui est aussi étrange que cela puisse paraître. Comment trouver... Comment... Déjà, il fallait y penser. Hein. Bon, on voit une planète au loin, on se dit, bon, il y a moyen de trouver sa masse en connaissant des paramètres, je veux dire, de révolution de l'astre et de la masse. Enfin, le paramètre de distance de l'astre, et de période de révolution et de distance. Rien qu'avec une distance et une période de révolution, bien sûr, sous couvert de constantes, hein, parce que la constante de Cavendish, ça vous aurez compris, et qu'il y a 4 pi carrés, ça vous aurez compris aussi que c'est des constantes. Mais on sait trouver la masse d'un astre, bien sûr, en fonction des constantes, hein, comme je dis, Cavendish et constante de Cavendish est 4 pi carré. Mais en gros, la masse du Soleil, si je prends un astre qui est la Terre, ben,
elle dépendra de K, qui est la constante. On retrouve Cavendish là-dedans, 4 pi carré, mais elle dépendra de la distance, une distance qui est au cube sur une période de révolution carrée. C'est vraiment étrange, hein. C'est vraiment étrange. C'est vraiment étrange. Ça, c'est d'une étrangeté, je veux dire, sans nom. Trouver. Pourtant, les calculs sont là. C'est la loi de la gravitation qui fait ça. La loi de la gravitation, ainsi que voilà, les forces centrifuges, hein. La loi de la gravitation et forces centrifuges entremêlées et un équilibre fait qu'on a ça. Je suis d'accord qu'on a ça, c'est pas un problème. Mais si on y regarde bien, ça fait bizarre, ça fait étrange de voir un astre au loin et connaître sa masse uniquement par des paramètres de distance et de révolution. En plus, c'est la distance Terre-Soleil. Ici, j'ai pris la Terre comme astre, Terre-Soleil, et de la révolution de la Terre. C'est étrange, très étrange. À partir de ça, on sait connaître la masse. Ce qui est d'une étrangeté, je veux dire, sans nom. Maintenant, tout est là, hein. Les calculs sont là. On acquiesce les calculs. Loi de la gravitation universelle, loi de centrifuge, et la force centrifuge de Huygens. L'équilibre, boum, on a ça. Voilà. Mais je trouve ça très étrange. Les calculs sont là, ils ont été faits. Bon, je vais les faire ici, c'est pas un problème. C'est pas ça qui pose problème. C'est que ça pose un problème au niveau, je veux dire, je sais pas moi, je comprends que les premières personnes qui ont vu les astres ne savaient pas calculer les astres, hein. Parce que comment pu-t-il mettre directement un lien entre la masse qui n'a rien à voir avec une distance, une période de révolution d'un autre astre? D'une distance de la masse à un astre, c'est très étrange, très étrange. Voilà, c'est comme ça. Donc la masse, on sait la calculer à partir d'une distance, bien sûr au cube, hein, et d'une révolution carrée, mais en tout cas, connaissant le paramètre distance et la révolution, on s'est trouvé une masse. Bon, c'est très étrange. Alors que, à l'accoutumée, si vous voulez calculer une masse, il vous faut une balance, hein. Il vous faut une balance. Et là, les astres, on sait les calculer avec des distances et des périodes de révolution. Voilà, les calculs sont là, je vous dis, tout, l'étrangeté n'est pas dans les calculs, parce que les calculs ils ont été faits. On a la loi de la gravitation universelle, et on a la loi de la force centrifuge, on égale, bon, on trouve tout ça. Tout ça, ça a été trouvé, je vais de le trouver là. Mais je suis ébahi par le fait de trouver une masse par une distance et une période de révolution. Donc sans balance, on n'a pas de balance. On n'a pas de balance. Par un simple calcul de distance et de période de révolution, on trouve une masse. Moi, je dis que c'est chapeau, hein. Chapeau. Mais ça vient de la loi de la gravitation, bien sûr. Mélangé avec quelque chose qui tourne, c'est-à-dire il faut une force centrifuge. Ouais, donc il faut un satellite, il faut deux choses. Quelque chose qui tourne autour de l'astre, il faut l'astre proprement dit, puisqu'on recherche la masse de l'astre, puis aller rechercher quelque chose qui tourne autour de cet astre pour définir la masse de l'astre qu'on recherche. Alors dans l'orbite qui tourne, mais on a la distance, masse qu'on recherche et satellite naturel de l'astre qu'on recherche. Voilà, on a une distance astre-satellite, voilà, qui orbite autour de l'astre, et on a la période de révolution, si vous voulez, du satellite autour de l'astre. Donc il faut connaître le satellite de l'astre. Donc il y a un lien intrinsèque entre le satellite naturel et l'astre. Mais on n'a pas besoin de balance pour calculer une masse, ce qui est aussi étrange que ça. Aussi étrange que ça. Donc la masse est liée, si vous voulez, à un paramètre de géométrie et un paramètre de cinématique qui est un temps. Donc, si vous voulez, ici, on voit apparaître que la masse est liée à un espace-temps, en fait. Elle est liée. Bon, la distance, la distance. C'est pas un paramètre géométrique d'espace. Et la révolution, c'est un paramètre géométrique de temps. Si ce n'est qu'ici, on a bon, un espace au cube et un temps au carré. C'est les dimensions, hein. C'est les dimensions. Voilà, on a des dimensions. Mais on a bien un paramètre ici d'espace. Oui, vous allez me dire au cube. Oui, d'accord, ça c'est la puissance. Là, un paramètre de temps qui est au carré. Mais c'est très étrange, hein. Très étrange. Je veux dire que la masse soit liée à la masse soit liée, je veux dire, à des paramètres d'espace-temps.
La masse est liée à des paramètres d'espace et de temps. Alors que généralement, quand vous voulez mesurer une masse, vous allez mesurer la masse par une balance. Vous allez vous dire que la masse vaut autant. Voilà, mais ici, par des calculs d'espace-temps, vous trouvez la valeur de la masse. Voilà. Voilà, je vous remercie.